Nous sommes ici à Islamabad, la jeune capitale d'un jeune pays. En effet, le Pakistan fête en cette année 2022 son 75e anniversaire. Islamabad est une ville nouvelle, construite pour regrouper les bâtiments gouvernementaux, officiels, les institutions. Le Pakistan est un pays qui est victime de beaucoup de mauvaises interprétations, d'une très faible connaissance. C'est pourquoi nous allons tenter pendant cette semaine, en délégation européenne, de mieux comprendre, de mieux connaître, pour mieux savoir ce que l'Europe peut attendre du Pakistan, ce que le Pakistan peut attendre de l'Europe, et bâtir les bases d'un bon voisinage stratégique. Le Pakistan est né de la scission lors de l'indépendance de l'Inde entre une Inde polythéiste, conduite par Gandhi, puis par le Mahatma Nehru, et le Pakistan, le pays des purs, conduit par Ali Jinnah, qui s'est séparé du parti du Congrès et qui refusait l'unité avec l'Inde polythéiste et hindouiste. Jeune pays, mais longue histoire. L'histoire de l'Inde, c'est aussi l'histoire de la conquête par un islam qui a étendu son empire au XVIe siècle jusqu'à l'extrême sud de l'Inde. Toute l'Inde était gouvernée alors par des musulmans. La population musulmane de l'Inde est l'une des plus nombreuses du monde. La plus nombreuse se trouve en Indonésie. Elle est ensuite au Pakistan, à peu près à égalité avec l'Inde. Au-dessus d'Islamabad s'élève le monument dressé en hommage à l'unité du Pakistan. Le Pakistan, ce pays d'environ 220 millions d'habitants, c'est 4 provinces. À l'est, voisin de l'Inde, le Sindh et le Punjab. À l'ouest, voisin de l'Afghanistan et de l'Iran, le Balouchistan et le Pashtounistan. Tout au nord, quelques régions tribales, encore très peu sous le contrôle du gouvernement central pakistanais, qui pose d'ailleurs quelques problèmes à l'autoroute chinoise créée pour matérialiser les routes de la soie jusqu'à l'océan Indien et Gwadar. Et puis une zone frontière, le Cachemire, disputée entre l'Inde et le Pakistan, achève le tableau géopolitique d'un pays au voisinage stratégique compliqué entre l'Afghanistan, l'Iran, entre l'Inde et la Chine. Le Pakistan est au carrefour de tous les enjeux géopolitiques de l'Eurasie, aujourd'hui objet des plus grands conflits pour les ressources naturelles et le contrôle de ce qui est le Heartland, le cœur géopolitique du monde de demain. La plaisanterie veut que l'on définisse le Pakistan par 5 traits. Le premier, c'est l'islam. Religion ultra dominante dans ses 2 composantes, les sunnites majoritaires, les chiites, comme l'était Ali Jinnah lui-même, leader chiite modéré. Nous sommes ici au cœur de la grande mosquée d'Islamabad, construite autour de la représentation du livre. C'est en effet devant la représentation d'un livre ouvert que les imams viennent prêcher leur message. N'oublions pas que les 3 grands monothéismes sont des religions du livre, transmettant la parole divine, celle des prophètes ou celle des témoins de Dieu sur terre. À bien des égards, l'affrontement géopolitique qui est en train de se dessiner est un affrontement non pas entre une civilisation et une autre, mais entre les monothéismes et les panthéismes ou les polythéismes. C'est l'une des dimensions de l'affrontement qui est en train de se passer dans le monde, parce que oui, les polythéismes ou les panthéismes sont en train de relever la tête. Ils disent que nulle part les hommes ne sont pareils. Ils disent que les hommes sont le fruit d'un climat, d'une géographie, d'une histoire. Oui, la guerre des civilisations est peut-être devant nous, et nous devrons rendre à Huntington la clairvoyance, quelles qu'aient été par ailleurs ses erreurs, de l'avoir prévu au tout début des années 90. Après l'islam vient le cricket.
C'est la nation du cricket qui livre des matchs homériques aux équipes de Grande-Bretagne ou évidemment de l'Inde, le grand rival et voisin. Après l'islam et le cricket, c'est la peur de l'Inde. Les relations avec l'Inde ont été toujours compliquées au long de cette histoire mouvementée de ce jeune État. Et puis ensuite, c'est l'armée qui a la réputation de faire et de défaire les gouvernements, et aussi l'intelligence service formée par les services britanniques, la fameuse ISI, qui a joué un rôle tellement important au moment de l'occupation par les soviétiques de l'Afghanistan, en accueillant les forces américaines et en servant de base arrière aux talibans lors de leurs opérations contre l'occupation russe de 1979 à 1989, puis du combat conduit par les Américains contre le terrorisme. Parce que ce sont ces faits qui ont marqué l'histoire guerrière du Pakistan. Né en 1947, le Pakistan a des relations conflictuelles avec l'Inde. Relations conflictuelles qui se traduisent par maintes guerres. En 1965, une guerre gagnée par l'Inde, et puis surtout en 1971, une guerre dramatique remportée par l'Inde qui va générer la scission de la partie orientale du Pakistan qui devient le Bangladesh et qui prend son indépendance. Le Pakistan se trouve ainsi amputé d'une partie très importante de son territoire. Il est vrai séparé d'Islamabad par plus de 3000 km. Et le Pakistan dès lors se lance dans la course nucléaire. Le Pakistan est désormais l'une des puissances nucléaires qui comptent dans le monde, de même que son grand rival l'Inde. La relation avec ses grands voisins n'est pas totalement apaisée. Elle n'est pas apaisée au Cachemire, région que le Pakistan considère être la sienne, que l'Inde considère aussi être la sienne, et qui fait l'objet d'un conflit gelé, quelquefois à plus de 5000 mètres d'altitude. C'est la guerre la plus haute du monde. Ici, à 3 km de la ligne de contrôle qui distingue le côté occupé par les troupes indiennes de la région nommée Cachemire et la partie pakistanaise du Cachemire. Un conflit gelé est toujours en cours avec des postes d'observation. Des soldats pakistanais et des soldats hindous se font face en armes de chaque côté de cette ligne qui s'étend environ sur 800 km entre le Cachemire pakistanais et le Cachemire indien. À l'origine de tout, un roi qui en 1947, de confession hindoue, alors que la majorité de la population du Cachemire était musulmane, a choisi lors de la partition de joindre l'Inde et de se rallier au régime de Delhi. Tout ceci a généré un conflit qui dure maintenant depuis des décennies. Ce conflit a connu des époques tendues avec des tirs de part et d'autre, des victimes civiles, des destructions de maisons, et notamment des villageois incapables d'aller cultiver leurs champs ou de conduire leur bétail au pâturage. Depuis un accord survenu en 2021, le calme est revenu sur cette frontière, l'une des plus disputées du monde. On peut espérer naturellement que cette situation de paix va durer. De part et d'autre, on semble résolu à l'apaisement. Cependant, la véritable arme qui va décider l'issue de ce conflit n'est sans doute pas militaire. Ce qui se passe, c'est probablement qu'un nombre croissant d'hindous s'installe au Cachemire indien et qu'un certain nombre d'hindous vont peu à peu faire basculer la balance démographique du côté des hindous. Une population qui était très majoritairement musulmane est en train de devenir majoritairement hindoue. Nous négligeons en Europe de comprendre l'importance de l'arme démographique. Tôt ou tard, la population fait le pouvoir. Et tôt ou tard, si un référendum doit avoir lieu, alors qu'il aurait été gagné de manière évidente par la population musulmane du Cachemire encore aujourd'hui, dans quelques années, une majorité hindoue inversera le résultat du référendum. La situation du Cachemire est d'une importance géopolitique majeure, mais elle devrait aussi nous conduire, nous Européens et Français, à réfléchir à la balance démographique qui est en train de se faire, parce que quand une majorité de population change, la perception de l'intérêt national change elle aussi. Pour le Pakistan, les relations commerciales avec le reste du monde sont vitales. Ce que le Pakistan a à offrir, c'est aujourd'hui du textile, ce sont aujourd'hui des produits agricoles, mais le Pakistan est extrêmement soucieux de diversifier son commerce international. Nous sommes ici au ministère du Commerce extérieur
pour discuter des perspectives de libre-échange entre l'Union européenne et le Pakistan, avec un certain nombre de conditions bien sûr, mais avec l'espoir de diversifier largement nos échanges. Nous sommes à Karachi, dans une entreprise familiale de textile. Sur ce plateau travaillent environ 1600 personnes. Ici, on produit des jeans. On produit des jeans pour toutes les grandes marques mondiales. 100% de la production est exportée pour l'Europe, pour l'Amérique du Nord. Et on ne peut que saluer le progrès de l'industrie textile au Pakistan, qui est le poumon commercial du Pakistan. C'est une industrie absolument vitale. C'est une industrie qui participe au progrès du pays et au plein emploi. Ceci pose évidemment la question, que savons-nous encore produire? Le jeans n'est pas une industrie stratégique. Dans le même temps, que vaut un pays qui ne sait plus produire ses propres vêtements et qui ne sait plus produire ce qui est nécessaire à la vie quotidienne de ses citoyens? C'est une question qui se pose naturellement dans ce site de Karachi. Jusqu'où est-ce qu'une globalisation qui a supprimé à peu près toute l'industrie textile en France est-elle vivable? Est-elle souhaitable? Est-elle durable? Dans cette usine qui produit pour toutes les grandes marques, la seule différence entre les jeans, c'est la marque. Le lieu de production ne compte plus, les modes de production ne comptent plus, le libre-échange abolit toute différence. Quand seule la marque commerciale fait la différence. Nous sommes dans une économie hors sol, dans une économie qui ne connaît plus aucun rapport avec le territoire, avec les traditions, avec l'artisanat local, avec les singularités locales. Cette industrie dépossède les hommes de la dignité de leur travail. Cette industrie les dépossède du lien fondamental avec l'utilité de ce qu'ils font. Quel sentiment d'utilité peuvent avoir ces travailleurs qui produisent pour des pays où ils n'iront jamais et pour des marques qu'ils n'auront jamais le luxe de pouvoir se payer? La question de la dépossession du monde est posée. Un monde livré aux marques est un monde qui s'uniformise, c'est un monde qui s'appauvrit. Tous les hommes ne sont pas pareils. C'est la question que évidemment pose cette globalisation qui ne veut plus connaître que des marques commerciales, plus d'origine, plus de territoire, plus de nations et plus de frontières. Le projet du port en eau profonde de Gwadar et le projet de développement à la fois commercial, industriel et touristique de Gwadar a été lancé en 2003. Il a bénéficié d'investissements publics et privés importants, notamment en provenance de Chine. Mais l'USAID a aussi contribué à un certain nombre de projets. Nous voyons ici donc un lieu d'affrontement géopolitique pour le contrôle de l'océan Indien, puisque dans le sud Pakistan, Gwadar est l'un des seuls ports en eau profonde. Affrontement aussi pour une articulation qui va du centre de l'Asie centrale par le corridor de voies ferrées ou d'autoroutes qui descend du nord du Pakistan jusqu'à l'océan Indien et qui donne d'ici là accès à la péninsule arabique, d'un côté, à l'Inde, au monde indo-musulman et naturellement à l'Asie du Sud-Est. C'est pourquoi Gwadar, qui était un port de pêche traditionnel, endormi hors de l'histoire voici encore 10 ans, s'est d'un seul coup réveillé à l'heure de Dubaï et du Qatar. Le rêve des autorités pakistanaises, c'est de réaliser ici à Gwadar, dans un cadre physique et géographique exceptionnel, ce qu'ont réalisé les Émirats. Vont-ils y parvenir? La paix dans cette région n'est pas acquise. Les investissements chinois tardent à se concrétiser et la population locale n'est pas toujours favorable à des projets qui bouleversent totalement son mode de vie. Par exemple, ici, c'était le port traditionnel des pêcheurs, 25 000 pêcheurs traditionnels dans cette ville. Est-ce que le vieux Gwadar va accepter tranquillement de devenir un nouveau Dubaï? C'est toute la question de développement de ce lieu où se rencontrent tous les enjeux géopolitiques, mais aussi culturels, sociaux et civilisationnels d'un monde qui change sans toujours savoir où il va.
Nous sommes ici à Meshwar, au cœur du Pakistan inondé. Ce que l'on sait peu en Europe, c'est que 2 catastrophes climatiques successives ont eu lieu. La première a été l'élévation du niveau des eaux. Nous sommes entre l'Indus et quelques-uns des plus grands lacs du Pakistan. Toute la zone, contenant près de 2 millions d'habitants, a été inondée. La seconde catastrophe climatique et écologique, ce sont des pluies, équivalentes à 400 fois le niveau annuel moyen. Le dommage aux routes, le dommage aux maisons est considérable. N'oublions pas les centaines de milliers de têtes de bétail noyées ou emportées par les eaux. Et n'oublions pas non plus les quelques 1500 morts de ces inondations. Nous avons passé une journée avec l'armée pakistanaise en charge des opérations de sauvetage. Certaines journées, plus de 1000 personnes ont été sauvées par bateau dans cette région. En charge aussi des opérations de relogement. C'est l'armée qui a construit les tentes. C'est l'armée qui a contrôlé la location des populations et c'est l'armée qui assure leur nourriture et peut-être le plus important, la fourniture en eau potable. Je souhaite que l'Union européenne se mobilise pour aider le Pakistan confronté à une crise climatique pratiquement sans précédent. L'Union européenne doit se mobiliser parce que la sécurité climatique du Pakistan, c'est aussi notre affaire, parce que cette situation a fait des millions de réfugiés. 33 millions de personnes pour un coût estimé de l'ordre de 30 milliards de dollars. Mais à plus long terme, la question qu'affronte le Pakistan est une question d'infrastructure. Comment construire des habitations, des écoles, des routes qui résistent aux prochaines inondations que le changement climatique malheureusement laisse présager. Enfin, nous avons eu l'honneur d'être reçus par la ministre des Affaires étrangères. Second personnage de l'État, elle nous a évoqué très directement la position du Pakistan. C'est une position d'indépendance stratégique. Le Pakistan est seul en charge de ses intérêts stratégiques et il vote à l'Assemblée générale de l'ONU, comme dans les différentes institutions internationales, selon son propre intérêt et selon l'idée qu'il se fait des conditions de sa propre sécurité. La ministre a été sans ambiguïté sur son abstention lors des votes au sujet des sanctions contre la Russie. Sans ambiguïté sur sa politique d'équidistance. Discuter avec les États-Unis, comme avec la Chine, comme avec d'autres puissances partout dans le monde, en ayant pour guide que son seul intérêt national est la sécurité nationale. Nous souhaitons que nombre de pays dans le monde, et notamment l'Union européenne, partagent ce souci et partagent cette ligne stratégique, n'avoir d'autres intérêts et n'avoir d'autres positions que celle que guide l'intérêt des nations que l'on représente et naturellement la sécurité collective. Nous souhaitons que l'Union européenne, dans les mois et les années à venir, notamment à l'égard du conflit en Ukraine, sache garder l'équidistance entre toutes les puissances, sans se ranger dans un camp ou un autre, et en étant seulement consciente des intérêts des citoyens européens, qui naturellement passent par la paix, passent par des garanties de sécurité, et passent par le libre-échange avec tous les pays qui sont disposés à échanger avec nous.